On commence. Yofi, Yofi, génial. Tov, le sujet a été choisi par la faute de Rivka. Première chose. Mais d'un autre côté, il y avait un aspect prophétique dans ce choix. Pourquoi? Parce que parler de Russie, même du Big Bang, même de cette explosion du monde juif qu'il y avait en Russie, aussi intéressant que ça puisse être au niveau historique, au niveau national, c'est encore plus intéressant lorsque on voit qu'on a énormément de choses à comprendre de cela pour comprendre la réalité qui nous entoure aujourd'hui. Je fais référence en particulier à ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui se passe aux États-Unis, dans l'Occident en général, mais enfin, personnellement, je pense que si on veut véritablement comprendre, plus ou moins, bien, avec toutes les différences, bien sûr, ce n'est pas identique, etc., mais il y a des parallèles qui sont tellement évidents entre ce qui s'est passé en Russie en général et avec les Juifs en particulier il y a 120 ans et ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis et en Occident, que c'est faire une grande faute, grande erreur que de ne pas comparer, que de ne pas essayer de comprendre. Au niveau, enfin, les empires qui vacillent, les Juifs qui prennent une part hyper active à tout ce qui se fait à tous les niveaux dans ces empires, des deux côtés des barricades, si on peut dire. Le nombre de Juifs qui est aussi très semblable, 5 millions de Juifs. Les structures tant normatives que sociologiques, que politiques qui tombent en miettes, qui se désintègrent, l'antisémitisme qui s'éveille, il y a énormément de choses à comparer. Et puis, je voudrais aujourd'hui le faire de deux façons qui se complètent. La première façon, bon, c'est une manière, en fait, elle est courante, sociologique, historique. On voit les éléments, les événements, on essaye de les analyser, de comprendre leur enchaînement, etc. Et puis, une autre perspective, elle sera une perspective littéraire. Elle sera une perspective où je prendrai un livre qui s'est consacré à cette époque et qui la relate d'une manière peut-être moins systématique, mais d'un autre côté beaucoup plus profonde, qui nous révèle en quelque sorte l'âme de ces événements, l'âme des peuples, en l'occurrence du peuple russe, et essentiellement, naturellement, l'âme du peuple juif, dans l'état où il se trouvait 1900, dans l'année 1900, et puis quelques années avant, quelques années après. Et ce livre, c'est le livre, je ne sais pas s'il a été traduit en français. S'il l'a été, eh bien, c'est dernièrement, il s'appelle Les Cinq. C'est un livre de Zev Jabotinsky. C'était un idéologue, c'était le fondateur du mouvement révisionniste, etc. Mais on le sait, c'était avant tout un écrivain. C'était un publiciste et c'était une personne qui a écrit 2 romans centraux. Et c'est Shimshon, Samson le Nazir, Shimshon HaNazir. Et puis, c'est le roman qui s'appelle en hébreu Chamishtam, en russe, Peatira, il a été écrit en russe, et Les Cinq, qui est consacré à une famille juive de Odessa, sa ville natale, sa ville aimée à laquelle il n'a jamais perdu son amour. Au contraire, tout nationaliste juif qu'il était, il disait que si je devais revivre ma vie encore une fois, eh bien, je voudrais encore une fois naître dans cette ville d'Odessa, sur la mer Noire, avec tout ce qu'elle représentait pour lui, pour le monde juif. Il faut savoir que c'était l'une des plus grandes villes juives du monde, peut-être après Varsovie. Elle comptait environ 200 000 juifs, chose énorme. La ville au sud
de la zone de résidence, une ville nouvelle fondée fin XVIIIe siècle, peuplée d'une dizaine de nations, de langages, de religions, de tout ce que vous voulez, très éclectique, avec une véritable tour de Babel. On va en parler aussi. Mais avant cela, peut-être juste quelques chiffres sociologiques. 1900, en Russie, la Russie compte un peu plus de 5 millions de juifs. 5 200 000, 250 000 pour être plus précis, d'après le recensement de 1897. Les juifs habitent tous, à quelques exceptions près, dans la zone de résidence qui s'étend de la Lituanie et de la mer Baltique au nord jusqu'à la mer Noire, Odessa, Simferopol, la Crimée au sud. Et maintenant, l'émigration vers les États-Unis elle a commencé, vers Israël, ruissellement tout petit a commencé aussi fin 19e, et c'est un monde qui est en train de se disloquer, de tomber en pièces. Même s'il compte à l'époque tous les centres, tant religieux, les yeshivot lituaniennes, les yeshivot du Moussar, les yeshivot chassidiques, les yeshivot de Lubavitch, mais c'est aussi le centre du mouvement sioniste. Il est à Bialystok, il est à Odessa, il est à Vilna. C'est aussi le centre du mouvement travailliste, du mouvement ouvrier, du mouvement prolétaire juif qui se trouve à Vilna, qui se trouve dispersé dans toutes ces zones. C'est aussi le centre de la Haskalah juive. La ville de Odessa, c'est peut-être la ville la plus émancipée, la plus assimilée au niveau juif de toutes ces villes. Et puis, mais cela dit, fin 19e, eh bien, tout cela, toute cette structure plus ou moins équilibrée du monde juif, malgré toutes ces facettes, eh bien, elle commence complètement à se défaire. Et puis, c'est de cela qu'on va parler. C'est de cela qu'on va parler, de cette Russie qui est en ébullition, de ce terrorisme. Il faut savoir que les sources véritables du terrorisme, même du terrorisme actuel, ce n'est pas moi qui le dis, c'est professeur, plusieurs, entre autres, professeur Anna Geifman, que je vais citer aujourd'hui, c'est le terrorisme islamique tel qu'il est né dans les dernières décennies. Eh bien, il s'est inspiré, il a pris pour un point de repère ce qui se passait, le terrorisme qui se développait en Russie déjà dès le début, fin des années 70 du 19e siècle. Juste pour donner quelques chiffres, de 1900 à 1917, il y a 23 000 attentats terroristes en Russie, uniquement en Russie. 23 000 attentats terroristes. Et bien sûr, chaque fois, eh bien, il se perfectionne, il y a plus de morts, il y a plus de charges, et puis c'est des personnes qui sont assassinées, c'est tout le monde. C'est le tsar, c'est les ministres, c'est les gouverneurs, c'est la noblesse, et puis c'est les gens les plus simples, les gens de la rue. Juste pour dire l'intensité des événements qui se passent là-bas. Bon, les 5. Zev Jabotinsky. C'est un roman, mais ce n'est pas qu'un roman, c'est un roman historique. C'est un roman où l'héroïne principale, c'est la famille, une famille juive typique, la famille Milgrom. La famille Milgrom, qui est une famille hyper assimilée et hyper juive. On le voit par les prénoms des enfants, 5 enfants, 5 frères et sœurs, qui ont des noms, on ne peut plus russes, même chrétiens. Mais d'un autre côté, qui est une famille ultra juive, par sa mentalité, par sa façon de parler,
par sa chaleur, par sa maison qui sert de plaque tournante à des centaines et des centaines de personnes, tous juifs, tous, que les autres, même si tous ils parlent russe d'ailleurs, ils parlent un autre russe. Les Russes ne parlent pas le même russe que parlent les Juifs. C'est des mondes tout à fait différents. Et puis, c'est une famille qui vit de divertissement en divertissement. C'est une famille riche. Le père est un commerçant en blé et ils ont une belle maison au bord de la mer Noire. Et puis, tous les jours, ils accueillent des dizaines et des dizaines d'étudiants juifs de Odessa, de juifs qu'on appelle externes, qui sont venus de la zone de résidence, des shtetl plus au nord. Ils accueillent des jeunes et des moins jeunes et des hommes d'affaires. Et puis, tout le monde est là. Tout le monde est là. Maintenant, le cœur, l'âme de tout cela, eh bien, c'est la fille aînée qui s'appelle Maroussia. Maroussia est tirée dérivée de Marie. Encore une fois, non pas très juif, mais c'est elle qui accueille tout le monde, qui embrasse tout le monde, qui offre tout le monde, qui donne un sentiment de chez soi à qui que ce soit qui arrive dans cette maison. L'hospitalité, c'est quelque chose d'absolument central. Maintenant, elle est joviale, elle est charmante, elle est chaleureuse, elle est prête à aider chacun et chacune, d'une amabilité invraisemblable. Ça, c'est la première personne. Regarde, j'essaie de voir. Oui, ce roman existe. Ah, merci de le dire. OK. Maintenant, deuxième personne, c'est le fils cadet qui s'appelle Torik Victor. Lui, c'est une exception à la famille. C'est un étudiant appliqué, assidu, qui amène à la maison que des médailles d'or, c'est-à-dire des notes qui sont, c'est du 100 sur 100, sans interruption. C'est quelqu'un qui est très responsable. Et encore une fois, lorsqu'on Maroussia parle de lui, eh bien, elle dit, mais c'est une erreur, une telle personne ne pouvait pas naître dans notre famille. Et puis, il y a encore une sœur qui s'appelle Lika, qui vit en marge. Elle vit enfermée dans sa chambre. Maroussia la surnomme le bourreau, et à juste titre, parce que c'est une personnalité d'une haine invraisemblable. Elle est rayée de la liste familiale, c'est ainsi que s'exprime Maroussia. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement hors norme. Elle ne parle à personne. C'est une sainte nitouche à tous les niveaux. Pas au niveau elle pourrait être une reine de beauté, mais la façon dont elle s'habille, la négligence, est quelque chose grâce à laquelle elle garde à distance toutes les personnes qui viennent rendre visite à sa maison. Et encore une fois, même par sa maison, elle est considérée comme quelque chose qui fait pas vraiment partie de la famille. Bon. Un autre personnage, il est surnommé par son père le charlatan. C'est Serge. Il est hyper doué pour tout. Pour tout. Il écrit des vers, il peint, il dessine, il joue de demi-douzaine d'instruments. Une personne d'un talent absolument invraisemblable. Il compose des vers et sur toute personne qui vient visiter, des aphorismes, etc. Et puis, c'est une personne qui est très jeune,
mais qui déjà dans un de très jeune âge, eh bien, il sait manipuler, il sait manigancer, il sait trouver toujours son avantage, et puis la morale, ce n'est pas la chose qui le préoccupe le plus. Dernière personne, qui n'est pas dernière, tout simplement dans mon élaboration, Marco. Marco, c'est l'imbécile de la famille. Alors, encore une fois, c'est un imbécile qui est très, très assidu, très appliqué. C'est du genre, il vient voir Jabotinsky et dit, mais expliquez, pourriez-vous m'expliquer, si possible, Nietzsche? Nietzsche, alors, bon, Jabotinsky dit, pourquoi est-ce que tout d'un coup tu es intéressé par Nietzsche? Et l'autre de lui répondre, bon, vous voyez, parce que je suis un Nietzschéen. Elle dit, mais comment est-ce que tu peux être un Nietzschéen si tu n'as rien compris à Nietzsche? Eh bien, c'est plus ou moins, c'est la personne, il se donne tantôt à droite, tantôt à gauche, il va apprendre les religions, il va apprendre les sciences, il va se mobiliser à l'armée, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est porté, quelqu'un qui est porté par son cœur, qui est très bon, mais qui est comme on dit, comme on dit chez nous, j'imagine que vous vous rappelez du film La Chèvre avec Pierre Richard, eh bien c'est la chèvre, c'est le shlemaz. Le shlemaz véritablement par... maintenant, tout va pour le mieux au début. Le livre commence avec les paroles de Jabotinsky où il dit début du XXe siècle, on l'appelait le printemps du monde, le printemps de la Russie, qui correspondait à notre printemps, à nous aussi. C'était la jeunesse. Et puis, tout est spectacle. Pas seulement les théâtres, l'opéra où ils se rencontrent, où ils vont, pas seulement la maison de la famille Milgrom, où tous sont des personnages extraordinaires, loufoques, et qui rient, et qui sont comme sur une scène, mais aussi tout ce qui se passe en Russie. Déjà, à l'époque, il y a déjà le terrorisme, il y a déjà les manifestations, il y a déjà les Cosaques qui matent ces manifestations, il y a déjà d'énormes pogroms, Kishinev, etc. Tout cela est perçu comme un spectacle qu'on observe de loin, de la colline, etc. On voit le cuirassé Potemkin qui est là à fusiller, à pilonner la ville de Odessa 1905. Eh bien, on le regarde avec les jumelles de l'opéra. C'est quelque chose, c'est comme un spectacle. Tout est bon à rire. Et c'est ainsi que cette famille et les personnes qui sont autour d'elle, eh bien, ils évoluent. Et puis tout d'un coup, les choses commencent à changer. Les choses commencent à changer. La première chose qu'il y a une manifestation avec des étendards rouges, 1905, qui traverse la ville de Odessa. Elle est accueillie à coups de fusil par les Cosaques, par les forces de l'ordre. Il y a tous, la majorité des gens qui ont participé à cette manifestation, eh bien, c'était des Juifs. Une bonne partie des participants, eh bien, c'était des mademoiselles, c'était des jeunes dames. L'une des personnes, naturellement, qui participe à cela, eh bien, c'est l'une des 5 filles, l'une des 5 frères et sœurs de la famille Milgrom. C'est, vous l'avez deviné, c'est Lika. Elle se fait arrêter. Et pourquoi elle a participé à cela? Comment comprendre? Lorsqu'on comprendra ses motivations, on comprendra au travers elle ce qui a motivé des dizaines et des dizaines de milliers de Juifs d'aller à cette époque s'engager dans des mouvements terroristes, dans des mouvements anarchiques, dans des mouvements révolutionnaires. Une fois, Jabotinsky, l'ayant sauvé d'une chute lors d'une randonnée, eh bien, il s'arrête, il s'asseye à côté d'elle et puis n'ose pas lui adresser la parole parce que c'est quelqu'un qui ne parle à personne.
mais il insinue quand même peut-être Lika. Vous voulez dire quelque chose? Non, 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 j'attends pas de vous des paroles de remerciement, mais peut-être quelque chose d'autre, peut-être au secours, aidez-moi. Et elle le regarde, et le premier mot qu'elle dit, c'est le mot suivant. Salaud. Salaud, pas vous. Tous. Et alors il lui dit, mais vous n'allez pas aller bien loin avec cette vision du monde. Alors elle lui dit, pourquoi? Je vais aller avec des gens comme moi. Mais comment vous allez les reconnaître? Ne craignez rien. Je les reconnais très bien. Le monde se départage en deux. Ceux qui ont la mémoire blanche et ceux qui ont la mémoire noire. Ceux qui ont la mémoire blanche, ils ont tendance à se rappeler que des bonnes choses et à oublier toutes les mauvaises choses qui se sont passées. Ceux qui ont la mémoire noire, ils ne se rappellent que du mal. Moi, j'ai une mémoire noire. Et je sais dans la foule reconnaître toutes les personnes qui ont la mémoire noire. Et alors Jabotinsky va lui dire, je comprends. Alors, de qui vous faites partie? Et elle de dire, moi, je ne ferai pas partie ni des misérables, ni des opprimés. Alors, de qui je veux faire partie? Des destructeurs, de ceux qui mettent le feu. Il faut comprendre l'âme. Ce n'est pas qu'elle veut de l'ordre. Ce n'est pas qu'elle veut la révolution seulement pour aboutir à quelque chose d'autre. C'est quelqu'un qui veut mettre le feu. C'est quelqu'un qui est, comme l'a dit Maroussia, un bourreau dans l'âme. Jabotinsky va la retrouver, elle va être en prison, et puis elle va être en prison, elle va être exilée en Sibérie. Qui va se préoccuper d'elle en Sibérie? Eh bien, c'est Maroussia qui va la suivre là-bas, et puis lui préparer des choses, etc., etc. Mais Maroussia va revenir à Odessa. Pourquoi? On sait Maroussia, c'est une personne qui a plein de sollicitudes pour le monde entier. Mais sa sœur Lika va ensuite quitter la Russie. On va la retrouver en fin de livre, comme compagne, très bien habillée, avec des diadèmes, avec des diamants, avec tout ce que vous voulez, comme compagne d'un Italien qui est véritablement un agent de la police secrète russe. Et alors Jabotinsky ne croit pas ses yeux, il dit, mais qu'est-ce que toi tu fais avec lui? Et puis elle lui dit, écoutez, tous les moyens sont bons pour arriver à mes buts. Donc, deuxième ou troisième chose, la fin justifie les moyens. La fin justifie tous les moyens. Ça, c'est l'idée. OK. Et puis, on voit déjà que la famille, elle commence un peu à chanceler. Deuxième personne, Marco, le naïf, l'imbécile, qui se cherche, qui ne se trouve pas, qui se donne à droite, à gauche, il déménage, il va à Saint-Pétersbourg, et puis là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il vit avec une femme qui n'est pas juive, mais qui prend garde de lui, et puis un soir, il se promène dans la nuit de Leningrad, qui est entre l'hiver et le printemps. Pourquoi c'est important? Parce que la rivière, la Neva, elle commence à dégeler, le gel commence à fondre. Ils entendent des cris d'une femme que visiblement qui est en train de se faire battre, et puis lui, porté par son enthousiasme, par son cœur, par sa naïveté, il veut naturellement la sauver, mais il ne sait pas où donner de la tête. Alors il va la sauver naturellement dans la mauvaise direction, et puis il coule, et puis c'est un tel schlemazel qu'on ne trouve même pas son corps. On ne trouve même pas son corps, mais encore une fois, ce Marco, qui
un jour voulait se porter volontaire dans l'armée russe qui, avec le début de la guerre russo-japonaise, qui allait étudier toutes les religions possibles et imaginables dans des cercles interreligieux œcuméniques de Leningrad, qui le lendemain décida qu'il allait être un brahman hindou, etc. Quelqu'un qui a perdu ses racines. Quelqu'un qui ne sait plus à quoi et à qui il appartient. Et quelqu'un qui, avec tous ses talents, même s'il est imbécile, mais c'est un imbécile avec beaucoup de talent, il comprend bien les choses, et avec un cœur d'une bonté invraisemblable, va se perdre dans les glaces qui fondent de la Neva de Saint-Pétersbourg. Quatrième personne, peut-être la plus difficile, qui est Serge. Alors lui, il n'a aucun problème à s'insérer dans tous les mouvements criminels et révolutionnaires de la Russie. Entre autres, il livre le nom d'un de ses parents, homme d'affaires, à des révolutionnaires pour que ces révolutionnaires, ces SR, ses amis, entre autres, aillent, fassent irruption dans sa maison, dans la maison de cet homme d'affaires juif qui était aussi un habitué des salons de la famille Milgrom, c'est-à-dire de sa famille, qui est un proche, qui est aussi un membre de sa famille, et qui donne son nom pour que ces criminels fassent ce qu'on appelait à l'époque un ex. Qu'est-ce que c'est un ex? C'est une expropriation. Tous les mouvements terroristes, les partis se finançaient en attaquant d'abord des convois gouvernementaux du trésor russe, et ensuite des hommes d'affaires. Ensuite, ils attaquaient toutes les caisses, à qui qu'elles appartiennent. Et lui, il livre le nom à ses amis révolutionnaires pour qu'ils aillent braquer son proche et lui prendre 5000 roubles. Et puis, il y a une phrase qui lui est typique à Serge. Quand Jabotinsky, qui est lié d'amitié à lui, essaye de le sortir de telle ou autre affaire, eh bien, il lui demande pourquoi tu fais ça? Et Serge de répondre, mais pourquoi est-ce que c'est interdit? Qu'est-ce qu'il y a d'interdit dans tout cela? Et il faut savoir qu'il pose cette question par rapport à des choses dont l'interdit n'est pas de l'ordre seulement de la loi, mais c'est de l'ordre de la moralité la plus élémentaire. La plus élémentaire. C'est une personne qui finit mort-vivant. Il vit, mais il meurt à tous les niveaux. Dans un chapitre que Jabotinsky intitule Gomorre, parce que c'est un personnage qui, surnommé par son père le charlatan, pour finir, perd absolument toutes les coordonnées et tous les repères. Est-ce que c'est une exception? Non, encore une fois, tous ces personnages, eh bien, c'est comme un cas d'école qui chacun représente une partie du peuple juif de l'an 1900, 1901, 2, 3, etc. Serge, c'est un nihiliste. Il nie tout. Pour lui, n'existe aucun ordre, aucune moralité, aucune norme, rien, absolument rien. Et puis, pour finir, il y a Maroussia, qui est la seule qui se marie pour finir, qui se marie avec un juif.
avec un juif d'un shtetl, un juif pharmacien, qui a des enfants. Elle périt dans un incendie, elle brûle vive, et elle brûle vive, pourquoi? Parce qu'au lieu de s'éteindre, d'éteindre le feu qui la prend, eh bien, elle court fermer la cuisine pour que son fils, son tout petit-fils, qui a à peine 3 ans, pardon, ne puisse pas entrer dans la cuisine et qu'il soit lui aussi pris par le feu. Donc, elle, encore une fois, elle meurt par don de soi. Et à ses obsèques participent la moitié de la ville de Odessa. Des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Et pour finir, Jabotinsky appelle la mère de cette famille, Anna Mikhailovna. Il l'appelle du nom d'une semi-déesse grecque qui s'appelle Niobe, très proche du nom de Job. C'est Yov, Niobe c'est Yov, qui avait 7 filles et 7 garçons et tous ont péri. Le thème de Job, c'est un thème récurrent dans la littérature juive de cette époque. On le retrouve aussi chez Sholom Aleichem. Et voilà qu'on le retrouve ici avec les 5 de Jabotinsky. Il reste encore Victor Torik, qui, assidu et appliqué, organise les obsèques de sa sœur bien-aimée. Et puis, il demande d'avoir un tête-à-tête avec Jabotinsky. Et il lui demande d'aller parler à papa. Pour dire quoi? Pour dire qu'il a décidé. Ça fait très longtemps qu'il a décidé. Le peuple juif est un navire que les passagers sont en train de quitter. Il a perdu sa direction. Il n'intéresse plus personne. Et lui aussi veut quitter ce navire. Et il veut se convertir. Et pourquoi? Pour se construire une vie. Tout chez lui est organisé, tout est pensé. Il a tout lu, il a appris l'hébreu pour lire ce qu'il appelle l'Ancien Testament. Il a lu toute l'histoire juive, il connaît tout. Et puis il analyse. Il analyse. Le sionisme, sans espoir, c'est une voie à l'assimilation. Le bouddhisme, ça mène à l'assimilation. Alors pourquoi est-ce que je quitte même pas un navire en naufrage? Je quitte un navire qui a été quitté de tous ses passagers. Et au début du livre, Jabotinsky a dit, écoutez, je vais vous parler de cette famille. Pourquoi? Pas seulement parce que je les aimais beaucoup, pas seulement parce que moi aussi, j'étais un des habitués de leur salon et très proche de chacun d'eux et de leur mère et de leur père et de tous les frères et sœurs, etc., sauf naturellement de Lika. On ne pouvait pas être proche d'elle, mais j'en parle comme cas d'école. De quoi? De comment notre époque, l'époque de notre russification juive, a réglé avec nous ses comptes. Vous comprenez, généralement, on regarde cette époque, eh bien, on voit ce qu'elle a donné. On voit ce qu'il en est sorti. Ah, mais il y avait les Poalei Tzion. Ah, mais il y avait les congressionnistes. Ah, mais il y avait le Mizrahi. Ah, mais il y avait les Chobevei Tzion, les amants de Sion. Ah, mais oui, il y avait il y avait le Rav Kook. Il y avait le Chafetz Chaim. Et puis il y avait le Meshech Chochma. Il y avait
Et puis il y avait tous ces mouvements, etc. Et puis il y avait des millions de Juifs qui ont quitté la Russie pour l'Amérique, pour l'Angleterre, pour... C'est vrai, c'est vrai. Mais qu'en est-il de tous ceux qui ont péri dans le naufrage? Des centaines de milliers de personnes, juifs, voyaient ça comme un naufrage et ils se sont laissés emporter. Et la famille Milgrom, à ce niveau, n'est pas une exception. Et encore une fois, elle ne nous présente pas les juifs de la yeshiva. La ville d'Odesse a été une ville très assimilée dès le début du 19e siècle. Les juifs religieux disaient que les relents de l'enfer, on peut les sentir déjà à 7 lieues de la ville de Odessa, d'un côté. Puis d'un autre côté, c'était une ville très, très riche au niveau culturel. Bialik, c'était là-bas. Dubnov, c'était là-bas. Echadaam, c'était là-bas. Revnitsky, c'était là-bas. Des humoristes russes, tout ce que vous voulez, des commerçants russes, des hommes d'affaires russes, des nobles, tous. Jabotinsky, c'était là-bas. C'était Odessa. Donc il y avait là-bas un foisonnement invraisemblable. Et puis, il y avait aussi des éclats, un monde qui est parti en éclats. Certains de ces éclats ont atterri en Israël, en Eretz Israël, et puis d'autres ont été perdus dans la mer et ailleurs. Maintenant, je vais encore revenir à ce livre, mais en attendant, je voudrais revenir à la perspective historique et sociologique pour voir ce qui est né de ce foisonnement, ce qui est né de ce monde juif, de ce monde russe en ébullition, de ce monde en général, parce que ce qui est né en Russie à cette époque, eh bien, ça a eu presque jusqu'aujourd'hui une influence incommensurable sur ce qui se passe. Les révolutionnaires aux États-Unis aujourd'hui de Antifa, eh bien, ils se voient, et à juste titre, comme les héritiers de cette tradition totalitariste, communiste, terroriste. Et beaucoup d'autres choses aussi sont nées dans la Russie de cette époque. Bon, mais revenons à la perspective historique. 1881, je vais énumérer quelques faits pour tracer une espèce je sais pas, de carte historique maintenant pour replacer cette famille, et pas seulement cette famille, il y avait d'autres juifs, naturellement, beaucoup d'autres juifs, pour le replacer dans un certain contexte historique. 1881, c'est l'assassinat d'Alexandre II, un tsar relativement libéral, dans la mesure où on peut être libéral dans la Russie tsariste. Il est assassiné par des Russes. Ceux qui jettent des bombes, ceux qui organisent, ceux qui commandent, ce sont des Russes. Ce sont même des Russes de la noblesse, ce sont des Russes qui appartiennent à des dynasties nobles. Les Juifs n'y participent pratiquement pas. Pratiquement pas. Cela dit, suite à cet assassinat, encore une fois, mars 1881, eh bien, c'est les premiers pogroms qui commencent. On appelle ça Sufot Banegev, les pogroms dans le sud. Le premier, c'est à Elisabethgrad, ensuite c'est à Kherson. Pourquoi est-ce que c'est dans le sud? Eh bien, pour la très simple raison que là où les autorités et les chefs de la gendarme s'opposent, eh bien, il n'y a pas de pogrom. Au nord, en Biélorussie, en Lituanie, eh bien, la police, la gendarmerie, etc., elle ne ferme pas les yeux sur cette atmosphère de pogrom. Et c'est pour ça que là-bas, il n'y a pas de pogrom. Au sud, l'armée, les autorités soutiennent, encouragent. C'est pour ça que cela se passe. Le roi qui vient à la place d'Alexandre II, eh bien, c'est Alexandre III.
il est jeune et son tuteur et son enseignant et la personne qui l'a formé, eh bien, il s'appelle Pobiedonoscev. Pobiedonoscev, c'est un haut autorité du synode de l'Église de l'Église pravoslave orthodoxe russe. Lui, adepte du pouvoir absolu du tsar et aussi fervent antisémite. On lui attribue la phrase célèbre que les Juifs, eh bien, un tiers quittera la Russie, un tiers mourra, sera assassiné, et un tiers s'assimilera, sera russifié, s'intégrera complètement dans le monde russe. Sous son influence et sous l'influence de l'atmosphère générale, les décrets antisémites se multiplient, décrets qui limitent la vie de Juifs. Tantôt ils sont jetés hors des villages, tantôt ils sont jetés hors des villes. Je parle naturellement de la zone de résidence. Tantôt ils sont jetés hors des universités. 1887, on introduit ce qu'on appelle le quota dans les universités, que seulement un pourcentage minime de Juifs peuvent être acceptés dans différentes facultés, ce qui explique que les Juifs inondent tout simplement les universités d'Allemagne, de France, Montpellier, Nancy, de Suisse, Zurich, Genève, des milliers, des femmes, des jeunes hommes, ou qu'est-ce qu'ils apprennent là-bas? Parallèlement à leur métier, eh bien, ils rencontrent là-bas tous les exilés de la future révolution russe. Lénine est là-bas, Plekhanov est là-bas, etc. Trotsky est là-bas. Énormément de personnes, des révolutionnaires, ils les fréquentent et puis et eux aussi, fâchés qu'ils sont naturellement, les Juifs, contre les autorités russes, et déjà hors du bercail religieux traditionnel, eh bien, ils recherchent un sens à la vie, une justice nouvelle qu'ils trouvent de plus en plus dans l'adhésion à différents mouvements révolutionnaires, anarchiques, socialistes, communistes, social-révolutionnaires, etc., etc. Donc, on va y arriver encore. 1891, un de ces décrets, eh bien, c'est l'expulsion des Juifs de Moscou. Les Juifs, ceux qui faisaient partie de certains niveaux de commerçants, etc., avaient droit de résidence à Moscou. On les expulse et c'est aussi le début de la deuxième vague de la première Aliyah. La première Aliyah qui est de 1882 à 1903, elle s'est faite par deux vagues. La première faisait suite au pogrom de 1880-82, la deuxième faisait suite à l'expulsion des Juifs de Moscou. C'est-à-dire, on voit que les taux se resserrent. La condition des Juifs au niveau politique, au niveau civil, au niveau économique devient de plus en plus difficile, de plus en plus précaire. 1880-82, c'est des pogroms sans mort. C'est-à-dire, on pille, on fracasse, mais on ne tue pas encore. Début du XXe siècle, ces choses-là, on va le voir, eh bien, elles vont changer. Mais avant cela, un congrès a lieu à Vilna, fin 1897. Non, ce n'est pas le congrès sioniste, c'est le congrès du Bund. Qu'est-ce que c'est le Bund? C'est l'union des travailleurs juifs, une organisation qui va attirer à elle des dizaines et des dizaines de milliers de juifs, par exemple dans la ville, je ne sais pas, de Plonsk ou de Ben Gurion. Eh bien, Ben Gurion raconte, eh bien, j'étais le seul juif à être sioniste là-bas. Tous les autres, c'était des socialistes appartenant au Bund. Qu'est-ce que veut dire que veut Bund? Eh bien, Bund, il dit, écoutez, nous, les Juifs, nous allons faire la révolution avec tout le monde. Notre salut dépend du salut de la classe ouvrière. Nous sommes des prolétaires, mais nous avons des problèmes qui nous sont particuliers.
nous parlons notre langue, nous parlons yiddish, c'est-à-dire qu'on va faire avec tout le monde, mais en sauvegardant une autonomie culturelle. On va faire la révolution, on va prendre, si vous voulez, le palais d'hiver en criant Gewalt et pas en criant un période. En yiddish, bon, chose intéressante, c'est un parti qui est fondé un mois après l'organisation sioniste de Bâle. C'est un parti qui cesse d'exister en Russie quelques années après la Révolution. Pourquoi? Parce qu'on lui demande des comptes. Il n'y a pas lieu d'être nationaliste, même pas yiddishiste, dans la Russie des révolutionnaires. C'est-à-dire une partie doit adhérer au Parti communiste, une autre partie va adhérer à la Sibérie. Et puis, il continue à exister, bon an, mal an, aux États-Unis, et s'éteignant petit à petit avec la naissance de l'État juif dès 1948. Mais lorsque vous regardez l'image sociologique du peuple juif fin 19e, où vont les Juifs? Ils ne vont pas à Sion. Aucun des héros de livre de Jabotinsky, qui est fondateur du mouvement révisionniste, ne pense même, n'envisage même pas comme option lointaine d'aller à Sion. Les filles de Tevye à Milchiker, de Tevye, comment on dit en français, le laitier, Tevye Cholev, de Sholom Aleichem, eh bien, les filles, elles épousent tel ou tel juif ou pas juif, aucune ne va à Sion. C'est une option qui n'existe pratiquement pas. Tout le monde va dans la révolution, tout le monde va dans le Bund, etc., etc. Et puis 50 ans après, où est le Bund et où est l'organisation sioniste? Maintenant, un an après, en Russie, est fondé le Parti social-démocrate. Social-démocrate russe. Naturellement, le Bund l'intègre. Mais comment est-ce que le Bund est reçu? Bien qu'il y ait énormément de sièges dans ce parti, comment est-ce qu'il est reçu? Par le Parti social-démocrate. Le Parti social-démocrate, c'est le parti qui va ensuite se départager entre mencheviks et bolcheviks. C'est le parti de Lénine, c'est le parti de Plekhanov. C'est le parti qui va, pour finir, dont une partie, la partie d'une certaine époque majoritaire, va prendre le pouvoir et va exercer le pouvoir durant 70 ans dans la Russie rouge, dans l'Union soviétique. C'est un parti qui est à ses débuts, une énorme partie est faite de juifs bundistes. Mais comment est-ce qu'ils sont vus? Ils sont vus, Plekhanov dit à leur sujet, les juifs du Bund, c'est des juifs qui ont le mal de mer. C'est véritablement, c'est pas des, pardon, c'est des sionistes, mais qui ont le mal de mer et qui craignent de prendre la mer pour aller en Palestine. Ils sont méprisés. Lorsque Weizmann rencontre à Genève, neutre comme à son habitude, Lénine et Plekhanov, il le regarde avec un mépris. Pourquoi? Parce que c'est ainsi qu'il méprise tous les juifs qui sont préoccupés par le sort de leur peuple. Alors qu'eux sont préoccupés du sort de l'humanité et de la lutte prolétaire, les juifs sont encore une fois préoccupés par par leurs quelques frères de peuple et frères de religion. Ok. Et puis, là, je voudrais faire une parenthèse. Début 19e siècle, il y a en Russie, début 20e siècle, pardon, il y a en Russie énormément de partis, énormément de mouvements. Ils sont avec des différences. Il y en a qui sont plus démocratiques,
qui veulent plus de droits, qui veulent la Constitution. On les appelle les cadets, les cadettes, Constitution, démocratie. Et il y a ceux qui sont plus révolutionnaires, les social-révolutionnaires. Il y a ceux qui sont les sociodémocrates, qui vont devenir socialistes, communistes, etc. Mais c'est très difficile, juste en faisant un classement, de les comprendre. Pour mieux les comprendre, il faut réouvrir encore une fois le livre de Jabotinsky. Et lui, en quelques phrases, il va nous dire de quoi il s'agit. Il va dire qu'à la droite, tout à l'extrême, il y a Lénine. Il y a les bolcheviks de Lénine. Tout à la gauche, il y a rien à voir avec la gauche et la droite véritable, mais la gauche, il y a les bundistes. Il y a les bundistes, c'est-à-dire les juifs socialistes. Les sionistes, ils sont hors jeu. On ne les prend pas au sérieux. Ils sont méprisés. Ils ne valent rien. C'est des réactionnaires nationalistes avec lesquels à qui on n'adresse même pas la parole. Mais tous ces partis qui se disent, dans une certaine mesure, plus ou moins socialistes, révolutionnaires, communistes, etc., eh bien, ils se justifient. Ils se justifient de gauche à droite. Les bundistes et les socio-sionistes, eh bien, se justifient vis-à-vis des socio-révolutionnaires. Les socio-révolutionnaires se justifient vis-à-vis des marxistes. Les marxistes mencheviques de Plekhanov se justifient vis-à-vis par rapport à Lénine le bolchevique, c'est-à-dire plus tu es radical dans cette histoire, même si tu es encore minoritaire au niveau sociologique démographique, eh bien, tu as, pour finir, tu sers d'étalon à tous les autres mouvements, tous les autres partis russes du début du XXe siècle. Et tout le monde se réfère au bout du compte et se jauge et se juge par rapport à celui qui est plus radical, plus communiste, plus révolutionnaire, plus intransigeant. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé à comprendre, à mettre de l'ordre dans cette image. Bon, mais revenons maintenant à ça. 1902 est fondé un des partis que j'ai cité maintenant, le Parti social révolutionnaire. De quoi il s'occupe? Il s'occupe du terrorisme. Sur sa plateforme, il dit que les assassinats, c'est un moyen de lutte légitime. Il a un bras armé qui est à la tête de ce bras armé, se trouve une personne qui s'appelle Gershuni, juif, d'Anstedt. En 1900, tout début du XXe siècle, eh bien, ce Gershuni organise ni plus ni moins l'assassinat du ministre de l'Intérieur russe. Il est arrêté, il n'est pas mis à mort, il est exilé en Sibérie, il fuit ensuite aux États-Unis, mais il a une autre personne qui a pris sa relève, qui s'appelle Azev. Yona Fishelevich Azev, encore un juif d'Anstedt, qui va devenir un modèle d'agent double, qui est à la fois au service de la révolution et qui est au service du tsar. Et qui va pour finir lui aussi organiser l'assassinat du ministre des Affaires intérieures Pleve, entre autres responsable du pogrom de Kishinev et d'une politique ultra-antisémite, et qui va aussi organiser l'assassinat du gouverneur
de Moscou, du gouverneur général de Moscou. Et je rappelle, à l'époque, les assassinats, eh bien, c'est quelque chose qui est même pas relaté à la une dans les journaux. C'est quelque chose de secondaire. Il y en a tellement. Et encore une fois, Jabotinsky, dans son livre, il écrit, eh bien, c'était perçu plus comme quelque chose de divertissement. Oh, on en a encore tué un, on en a tué encore un autre. La vie humaine ne valait pour rien. La vie humaine, si je ne sais pas où les casseroles tombent, mais peut-être si on peut mettre sur mute. Alors, voilà. Ah, maintenant c'est moi. J'ai mis sur mute. Il a fait. Donc, ça, c'est l'état des lieux. Et on voit que à la tête des mouvements révolutionnaires, vous trouvez des juifs. Nous sommes 3% de la population russe. 5 millions sur 150 millions. En 1902, nous sommes 30% de toutes les personnes arrêtées pour terrorisme. Et ça grimpe. Et ça grimpe. Pourquoi? On a des bonnes raisons pour ça. Le tsar encourage l'antisémitisme. Pas seulement l'antisémitisme, il encourage les pogroms. Il encourage, il renonce à des réformes les plus faibles, mais qui puissent améliorer de quelque soit peu la vie des Juifs. Il renonce. Comment est-ce qu'il justifie? Je fais confiance à ma conscience, qui me ne laisse pas améliorer la situation de ces... Il ne nous appelle pas des Juifs, naturellement. Il nous appelle que par le nom péjoratif. Et c'est une des raisons, naturellement, qui pousse les Juifs dans les bras de la Révolution. Encore une fois, ce n'est pas les masses des Juifs. Les masses des Juifs, il faut le savoir. La masse des Juifs, ce n'est pas la famille Milgrom. La masse des Juifs, ce n'est pas Odessa. La masse des Juifs, c'est Évier. La masse c'est Évier, le laitier, qui essaye de nourrir sa famille. La masse des Juifs, c'est les Juifs qui prient, qui prient Shacharit, qui étudient dans le Cheder, qui vont dans la yeshiva, ou qui essayent de... Les anarchistes, ils tuent aussi des Juifs. Le Juif Lapidus va à Paris, début du siècle, pour essayer d'assassiner le baron Rothschild. Les Juifs sont attaqués la nuit par le pouvoir et le jour par les leurs, qui viennent chez eux les exproprier. Des bombes sont jetées aussi dans les cafés fréquentés par des Juifs. Pourquoi? Parce que ces Juifs sont des bourgeois, sont des capitalistes. Donc, l'écrasante majorité des Juifs, eh bien, ils ne sont pas anarchistes. Ils ne sont pas communistes. Ils ne sont pas socio-révolutionnaires. Ils ne sont pas nihilistes. Pour être nihiliste, pour être révolutionnaire comme Gershuni, pour être révolutionnaire comme des personnes comme ça, il faut être de la trempe de Lika. De la trempe qui a dans son âme quelque chose qui tend à la destruction, quelque chose de haineux. Il y a des personnes comme ça, comme une personne qui, même si elles ont été éduquées dans les yeshivot, comme la personne qui a l'élève du rabbi de Lubavitch, le 6e, le Rayat, qui vient l'arrêter, des énormités de cas, ou bien, c'est pas parler il y a peu avec le Rav Riskin. Il est venu nous rendre visite. Ma femme faisait shiva sur son père, mon beau-père, fantastique. Et le Rav Riskin est venu nous rendre visite. Et on a commencé de parler de beaucoup de choses. Il rend visite à toutes les personnes qui font shiva. Il est resté 1 heure.
Et puis, il a parlé de son arrière-grand-père, ou arrière-arrière-grand-père, qui avait une fabrique de tissus et d'habits à Saint-Pétersbourg. Il fabriquait des habits pour qui? Pour, pour le tsar. Pour le tsar, il fabriquait, il taillait des habits. Et puis, son fils, qui travaillait dans son entreprise, a organisé les ouvriers contre le père, soi-disant exploiteur, pour des manifestations, pour des grèves contre papa. Il a été arrêté, il a été exilé en Sibérie, il a fui la Sibérie, il est arrivé aux États-Unis. Aux États-Unis, il écrivait dans des trucs, dans des organes communistes, en yiddish naturellement. Et puis à la fin, en 52, quand il y avait les procès des blouses blanches et les Juifs ont été accusés de complot contre les communistes, eh bien, il a appelé le Rav Riskin, qui était très jeune, à son chevet, et puis il lui a dit que toute ma vie, Kol Chayai, Avadeti Elohei Sheker. Toute ma vie, j'ai servi un Dieu de mensonge. Histoire invraisemblable. Et puis, de quelqu'un qui a en lui l'âme de quelqu'un qui veut réparer le monde. Tikkun Olam. Mais qui veut faire le Tikkun Olam sans Boré Olam. Ce n'est pas ma citation. Ce n'est pas non plus la citation du Rav Riskin, c'est la citation d'une amie, professeure de psychohistoire, qui s'appelle professeur Anna Geifman, qui dit qu'à ce niveau, ce qui se passe ailleurs, alors en Russie, et ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec les Juifs, c'est très semblable. Parce que dans les deux cas, vous avez beaucoup de Juifs qui tous croient dans le Tikkun Olam, mais qui veulent le faire sans Boré Olam. Et le Tikkun Olam sans Boré Olam, la réparation du monde sans le maître du monde et le créateur du monde, il n'y a pas chose plus dangereuse que cela. Parce que pour finir, et là encore une fois, je cite le Rav Riskin, pour finir, ces personnes qui ne croient pas en Dieu et qui ne croient pas dans l'être humain qui a été créé à l'image divine, ils finissent par haïr l'être humain. L'homme, la femme, l'homme avec un grand H. Et c'est ce qui est arrivé à un très grand nombre de nos frères. Et c'est ainsi qu'on arrive 1903, on arrive à Kishinev, le pogrom, 1904, la guerre russo-chinoise. Les Russes pensent remporter la victoire, mais une guerre qui dure plus d'un an et demi, où ils vont périr les Juifs qui essayent de prouver leur loyauté, qui se mobilisent par milliers. 1200 Juifs servent uniquement en tant que médecins dans cette guerre. L'un d'eux, Trumpeldor. Yosef Trumpeldor, il était dentiste. Là-bas, il servait en tant que de fait sous-officier, commandant, etc. Énormément de Juifs. Mais comment est-ce que la Russie les repaye? C'est quelque chose d'invraisemblable. Les Juifs qui sont blessés, ils sont rapatriés dans les hôpitaux de Moscou. Leurs femmes, leurs mères ne peuvent pas leur rendre visite. Pourquoi? Parce que les Juifs sont interdits de séjour à Moscou. Une fois qu'ils guérissent, on les jette, pas seulement hors de l'hôpital, on les jette hors de Moscou. On présente cette guerre comme une guerre où les Juifs soutiennent le Japon. On invente des histoires comme quoi les Juifs américains font don d'un cuirassé appelé Kishinev aux Japonais pour que les Japonais puissent combattre avec ce cuirassé les soldats russes, etc., etc.
1905, janvier 1905, c'est le dimanche rouge, ce qu'on appelle, à Saint-Pétersbourg, où une foule, des masses, des milliers de personnes vont, avec le portrait du tsar, demander que le tsar les défende, les saute et leur ils demandent défense et justice. Nous sommes misérables et opprimés, aide-nous. Aide-nous, Nicolas II, ils se font massacrer, ils se font tirer dessus. Une des personnes qui participent à cette manifestation, eh bien, c'est Pinchas Rutenberg, Peter Rutenberg, celui qui est l'électrificateur de toute Eretz Israël, celui qui ensuite a renoncé à sa carrière socialiste révolutionnaire, est devenu sioniste, est venu en Eretz Israël pour faire des choses fantastiques. Il y avait pas mal de personnes aussi comme lui, ceux qui ont su associer au Tikkun Olam le Boré Olam. Avec les défaites en Orient, à Tsushima, à Port-Arthur, avec une frustration invraisemblable de la population, avec les mauvaises récoltes de l'été 1905, avec le manifeste émis en octobre 1905 par Nicolas II, où il accorde, soi-disant, droit et liberté à ses citoyens, eh bien, la Russie entre dans encore un stade encore plus d'ébullition, encore plus fort. Il y a des pogroms sans précédent. À côté de ces pogroms, ce qui s'est passé à Kishinev, c'est difficile de le dire, mais ce n'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Juste en 10 jours d'octobre 1905, il y a 690 pogroms qui traversent la Russie, partout. Partout. Comment est-ce que ça commence? Le pays est fractionné entre les monarchistes, ceux qui soutiennent le tsar, ceux qui renoncent, qui ne veulent pas voir des juifs, qui ne veulent pas voir des réformes, qui ne veulent pas avoir de liberté, d'inviolabilité, d'intégrité personnelle, rien, ils ne veulent rien entendre parler de cela. Pour eux, ils veulent que le tsar reste seul décideur, seul souverain et unique. Naturellement, de l'autre côté, il y a les révolutionnaires, il y a les socialistes, etc. Et de quoi a l'air un pogrom? Un pogrom, c'est très simple. Il y a une manifestation dans n'importe quelle ville. Manifestation pour des réformes, socialistes, libérales, démocratiques, révolutionnaires, peu importe. Face à elle, il y a une manifestation monarchiste. Les soldats interviennent, tout le monde commence à se tabasser, il y a des morts, et ensuite tous s'unissent. Pourquoi? Pour aller frapper les Juifs. Et c'est ainsi que se succèdent l'un après l'autre, pogrom après pogrom, avec des milliers de morts. Là, c'est plus seulement du pillage, c'est plus seulement éventrer des coussins et des matelas. Non, c'est éventrer des Juifs. Ça, c'est la Russie du début du 19e siècle, du début du 20e, pardon. C'est le monde juif, les Juifs qui se cherchent une place. Là-bas, une très grande partie, 1904, 1905, 1906, 1,5 million de Juifs quittent la Russie. Près de 400 000 vont en Amérique, 100 000 restent en Angleterre. Il y a des groupes qui s'organisent par destination. Comment ils décident dans quelle destination ils vont aller? Une lettre qu'ils ont reçue par-ci, quelque chose qu'ils ont lu dans un journal,
une imagination. Moi, je veux aller en Australie, moi, je veux aller en Nouvelle-Zélande, je veux aller ici, je veux aller par là. Peu importe, il faut quitter les lieux. Il y a peu, mais suffisamment significatif de mouvements qui sont aussi sionistes. À cette époque, se forment les Poalei Tzion, les Tzeirei Tzion, les mouvements socialistes sionistes qui, bon an, mal an, très peu en nombre. La deuxième alia, c'est 40 000 personnes, mais qui amènent en Eretz Israël Yitzhak Ben Tzvi, Ben Gurion, Katzenelson, Shai Agnon, le Rav Kook, qui amènent toute la seconde alia, qui est très peu nombreuse, qui est une fraction d'un pourcent du monde juif, une fraction de pourcent véritablement, une fraction de pourcent de tous ceux qui quittent la Russie à cette époque, mais qui, comme le dira Katzenelson, un chariot sur la ferme de Kinneret est plus important pour le destin du peuple juif que tous les révolutionnaires de ce peuple, qui participent à toutes les révolutions, Russie, révolution de 1905, de février 1917, d'octobre 1917, peu importe quelle révolution, et un chariot au Kinneret aura plus d'influence sur l'histoire juive. Aujourd'hui, cela nous semble évident. À l'époque, c'est très loin de l'être. Et maintenant, je voudrais encore une fois revenir à ce par quoi j'ai commencé. Ce qui se passe maintenant aux États-Unis, bien entendu, c'est très différent. Il n'y a pas de pogrom, il n'y a pas d'antisémitisme institutionnalisé, etc., etc. C'est quand même libre, mais on sait, je ne vais pas maintenant entrer dans des comment dire, je vais faire une conférence sur ce qui se passe là-bas, donc plus je ne me sens pas habilité à le faire, mais il y a énormément de parallèles. Pas seulement les 5 millions de juifs, pas seulement l'atmosphère de fermentation presque révolutionnaire, pas seulement des statuts qu'on démantèle, qu'on fait tomber, pas seulement une structure normative qui change complètement, des gens qui s'agenouillent, une religion nouvelle qui naît, etc., etc., et des juifs qui sont tiraillés des versions d'un côté vers l'ultralibéralisme de gauche, de l'autre, etc., etc. Mais il y a aussi le même modèle de juif qui veut faire du tikkun olam, mais qui veut très souvent le faire sans boré olam, qui est surreprésenté dans toutes les universités, dans toutes les sphères, tant dans le pouvoir, regardez l'entourage de Trump, que dans l'opposition, regardez les personnes qui sont à la tête de Twitter, de Facebook, de New York Times, de tout ce que vous voulez. C'est trop semblable, c'est trop semblable. Et puis, une société hyper divisée, comme l'était la société russe, mais Baruch Hashem, une grande différence. À Sion, il y a un État qui est peut-être la plus grande différence, qui permet de considérer avec plus peut-être de calme la situation que ce qu'il en était il y a 120 ans. Zéoto, je pense arrêter là parce que sinon je vais encore trop de choses, mais voilà, donc c'est là le Big Bang dont je voulais parler. Et maintenant, les gars, je vais unmute. Ou bien écrivez, participez, dites ou écrivez. C'est bon? Vous arrivez Oui, à ouvrir le micro? oui. J'ai remis le. Eliezer, Bien.
le pogrom de Kishinev était un des plus sanglants. Oui. Et Bialik a écrit à la Shechita, le poème. Mais c'était le premier, le plus sanglant. Il y a eu moins de 50 morts. Moins de 50 morts. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est rien à côté des centaines et des centaines de morts de 1905 et 1906. Après 1906, ça s'est un peu calmé. 1905-1906, c'était des centaines de morts. Sans parler de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, tiens, il y a des courgettes dans le tiroir du congélateur, là. D'autres questions, chers amis, qui sont liées au cours? Oui, il y a la famille de mon mari est venue de Lituanie. Ils sont arrivés à Liverpool à la fin des années 90, 1890, et avec beaucoup d'autres immigrants de Russie. Et je crois qu'eux aussi avaient l'intention de continuer jusqu'en Amérique, et puis ils se sont installés à Liverpool. Il y a beaucoup. D'ailleurs, il y a un musée à Liverpool pour les immigrants de cette époque. Oui. C'est très intéressant. Si tu vas à Liverpool un de ces jours, tu dois y aller. Ok. Je saurai où aller. Oui, tu vas chez mon fils, il te montre tout. Je saurai où aller. Les pères, on n'avait pas les moyens, on mobilisait ce qu'on pouvait. Aujourd'hui, on a les moyens de ne pas perdre ou de faire un maximum d'efforts pour ne pas perdre des juifs qui, comme on le voit, eh bien, s'orientent de plus en plus, voient de plus en plus clairement que l'avenir ne les attend pas là où ils sont, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Europe occidentale, etc. Il faut voir ces choses de manière très comment dire, très sobre. Donc, à ce niveau, c'est véritablement le Big Bang qui a produit aussi toutes les directions idéologiques qu'a pris le peuple juif à ce niveau, que ce soit le socialisme, le communisme, l'assimilation, représentée par Torik, Victor, des cinq enfants de la famille Milgrom. Encore une fois, tout le monde n'était pas représenté dans cette famille parce qu'elle représentait des juifs assimilés, mais il faut savoir que déjà début du 19e siècle, une énorme partie, même des juifs russes, c'était des juifs qui ne pratiquaient plus tellement la Torah, et certainement pas dans les années après la Révolution. Merci beaucoup. Merci à vous. Eliezer, il y a une dernière question sur le chat. Une question démographique. Est-ce que tu peux nous dire combien il y avait de juifs en Russie en 1900 et combien aujourd'hui il reste de juifs en Russie? À l'époque, il y avait plus de 5 millions. 5 200 300 000. Aujourd'hui, en Russie, il reste moins de 200 000. Mais maintenant, si on ajoute l'Ukraine, alors ajouter encore 100 000, etc. C'est-à-dire, on parle de moins d'un demi-million aujourd'hui. Okay. L'écrasante majorité, eh bien, elle est allée aux États-Unis. Une grande partie, sur 1 million, est venue dès la fin des années 80 en Israël. Et puis, il reste encore quelques-uns, mais ce sont des nombres très, très faibles. Merci beaucoup. Merci à vous, les Itraot. Merci, Eliezer. Itraot.